3 jours avant l'assassinat de Sarajevo, la bourse de Londres a gelé ses positions sur l'Empire ottoman. Coïncidence? Non, c'était un signal d'attaque. Ce qu'on vous a raconté sur l'année 1914, c'est la version pour les manuels scolaires. L'attentat, les alliances, l'engrenage mécanique. Mais personne ne vous a dit ce qui se passait réellement dans les coffres-forts de la City pendant que l'archiduc tombait sous les balles de principe. Juin 1914. Les banques britanniques détiennent 40% de la dette publique française. Les banques allemandes contrôlent les chemins de fer de l'Empire ottoman. Et la Russie doit 12 milliards de francs or à Paris. Tout est interconnecté. Tout est tendu comme un fil d'acier, prêt à se rompre. Un seul mouvement brusque, et tout explose. Le 28 juin, François Ferdinand est abattu à Sarajevo. Le monde retient son souffle. Les journaux parlent de crise diplomatique. Mais à Londres, à Paris, à Berlin, les financiers ne regardent pas Sarajevo. Ils regardent leurs registres, leurs créances, leurs garanties, leurs positions. Parce que la vraie question n'était pas qui va déclarer la guerre, c'était qui va payer les dettes, et surtout, qui va profiter du réajustement. L'Autriche-Hongrie était au bord de la faillite. Son économie agonisait sous le poids des emprunts contractés auprès de Vienne et Berlin. Les Balkans, une simple zone d'extraction de ressources. Des revenus qui servaient uniquement à rembourser les banques occidentales. Rien d'autre. Quand l'ultimatum autrichien arrive à Belgrade le 23 juillet, il contient 10 exigences. Vous connaissez la version politique, souveraineté violée, honneur national. Mais regardez l'article 6. Il impose un contrôle financier direct sur les institutions serbes. Un contrôle qui aurait donné accès aux réserves d'or, aux douanes, aux flux commerciaux, aux concessions minières. La Serbie refuse. Normal. Accepter, c'était livrer sa souveraineté monétaire. C'était devenir une succursale de la Wiener Bank Verein. Et là, tout s'enchaîne. Mais pas comme on vous l'a raconté. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le 30, la Russie mobilise ses troupes. Pas par solidarité slave. Pas par fraternité orthodoxe. Par calcul financier pur. La Russie avait emprunté massivement à la France pour industrialiser son empire arriéré. Ces emprunts russes étaient garantis par les revenus douaniers et les exportations de céréales vers l'Europe. Si l'Autriche prenait Belgrade, elle contrôlait la route du Danube. Si elle contrôlait le Danube, elle étranglait le commerce russe vers l'ouest. Et si le commerce russe s'effondrait, Moscou ne pouvait plus rembourser Paris. C'est exactement pour ça que la France a soutenu la Russie sans hésitation. Pas par alliance sentimentale, par protection de créances. 12 milliards de francs or étaient en jeu, l'équivalent de 60 milliards d'euros aujourd'hui. Une somme qui représentait 15% du PIB français de l'époque. Perdre cet argent signifiait la banqueroute de plusieurs établissements bancaires parisiens. Ça signifiait une crise systémique. Ça signifiait la fin de la domination financière française en Europe de l'Est. Le 1er août, l'Allemagne entre en guerre contre la Russie. Là encore, la version officielle parle d'alliance militaire automatique. Mais les archives de la Deutsche Bank racontent une autre histoire. Une histoire de pétrole, de rails et de pouvoir énergétique. Berlin avait investi des sommes colossales dans le projet de chemin de fer Berlin-Bagdad. Ce train devait relier l'Europe au pétrole du Moyen-Orient, contourner la domination maritime britannique, créer une route terrestre indépendante. Mais le tracé passait par l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman était endetté jusqu'au cou auprès de Londres et Paris. Si la France et la Russie gagnaient l'influence totale sur Constantinople après une victoire autrichienne contrôlée, le projet s'effondrait. L'Allemagne perdait son accès énergétique futur. Son économie, bâtie sur l'industrie lourde et la chimie, devenait totalement dépendante du charbon britannique et du pétrole contrôlé par les anglo-saxons. Inacceptable pour Berlin. Donc l'Allemagne ne défendait pas l'Autriche par loyauté. Elle défendait son pipeline futur. Elle défendait sa survie économique à long terme. Et l'Angleterre? Pourquoi est-elle entrée dans ce massacre? Neutralité belge violée, dit-on. C'est noble. Héroïque. Un principe moral inviolable. Sauf que la Belgique était bien plus qu'un petit pays neutre sympathique. La Belgique était le couloir d'exportation allemand vers l'Atlantique. Et surtout, le Congo belge fournissait le caoutchouc et le cuivre indispensables à l'industrie de guerre allemande. Sans caoutchouc, pas de joint pour les machines. Sans cuivre, pas de munitions. Contrôler la Belgique, c'était couper l'approvisionnement stratégique de l'Allemagne, c'était paralyser sa production industrielle, c'était gagner économiquement avant même de tirer un seul coup de feu sur le front. Le 4 août, Londres déclare la guerre à Berlin, officiellement pour un traité de neutralité belge signé en 1839. Officieusement, pour préserver sa domination financière mondiale absolue, parce que voilà la réalité qu'on vous cache depuis un siècle. En 1914, la livre sterling était la monnaie de réserve mondiale incontestée. 60% du commerce international se faisait en livres, la City de Londres était le centre absolu du crédit planétaire, tous les flux passaient par elle, mais l'Allemagne montait dangereusement. Sa monnaie gagnait du terrain.
Ces banques finançaient des projets partout en Europe de l'Est, en Amérique latine, dans l'Empire ottoman. Si cette expansion continuait au rythme du début du siècle, le mark aurait remplacé la livre comme monnaie dominante en une génération. Pour Londres, la guerre n'était pas un risque à éviter, c'était une nécessité existentielle, une opération préventive, détruire le concurrent avant qu'il ne devienne incontrôlable. Si ce type d'analyse documentée et sans simplification vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas l'histoire, on la démonte. Juillet 1914. Pendant que les diplomates négocient dans les salons dorés, que les ministres envoient des télégrammes codés, les banques centrales agissent dans l'ombre. La Banque d'Angleterre commence discrètement à retirer ses liquidités des marchés européens. La Banque de France gèle ses lignes de crédit vers Berlin. La Reichsbank rappelle d'urgence ses dépôts auprès des banques autrichiennes. C'est une guerre financière totale, silencieuse, invisible, avant même le premier obus tiré. Le 30 et 1 juillet, toutes les bourses européennes ferment simultanément, officiellement pour éviter la panique des épargnants. En réalité, pour empêcher une ruée catastrophique sur l'or physique. Parce que tous les systèmes monétaires de l'époque reposaient sur l'étalon or. Et il y avait tout simplement pas assez d'or dans les coffres pour couvrir toutes les créances en circulation. Si les marchés restaient ouverts, la première nation à convertir massivement ses devises en or déclenchait mécaniquement l'effondrement en chaîne de toutes les autres. Fermer les bourses, c'était geler temporairement le champ de bataille monétaire. Mais ça n'a pas arrêté la guerre souterraine. Les banques ont continué leurs opérations. Elles ont refinancé les gouvernements en secret. Elles ont émis des obligations de guerre. Elles ont prêté aux États pour acheter des armes, payer des soldats, financer des offensives sanglantes. Et voilà le secret. La guerre de 14 n'a pas été financée par les impôts des citoyens. Elle a été financée par la dette. Une dette contractée auprès des mêmes banques privées qui avaient poussé au conflit. Regardez les chiffres officiels. En 14, la dette publique française représentait 66% du PIB. En 1910 à 8, elle atteignait 227%. Multiplié par 3 en 4 ans, l'Allemagne est passée de 63% à 264%, le Royaume-Uni de 26 à 136%, des progressions hallucinantes. Qui a prêté tout cet argent? Les grandes banques internationales. Rothschild, Morgan, Warburg, Lazard, Kuhn Loeb, elles ont financé les deux camps, simultanément, sans la moindre gêne morale, parce qu'elles ne pouvaient mathématiquement pas perdre. Quel que soit le vainqueur final, ils devraient rembourser, avec intérêt, pendant des décennies. Et c'est là que tout s'éclaire brutalement. Les traités de paix de 1910 à 9 ne parlent pas de justice internationale. Ils ne parlent pas de réconciliation. Ils parlent de réparation financière. Versailles impose 132 milliards de marks or à l'Allemagne vaincue. Une somme délibérément impayable, volontairement impossible à honorer. Parce que l'Allemagne ne devait surtout pas se relever économiquement. Elle devait rester perpétuellement endettée. Contrôlable. Dépendante des créanciers externes. Mais l'endettement crée mécaniquement le ressentiment. Et le ressentiment populaire crée l'instabilité politique. Et l'instabilité politique crée de nouvelles opportunités juteuses pour ceux qui prêtent et spéculent. Hyperinflation allemande catastrophique. Le mark s'effondre totalement. 1 dollar vaut 4200 milliards de marks en novembre. L'épargne de millions de familles disparaît en fumée. Les classes moyennes allemandes sont littéralement anéanties économiquement. Mais pendant ce chaos, les banques étrangères rachètent tranquillement les industries allemandes stratégiques après casser. Krupp, Thyssen, IG Farben. Tout passe progressivement sous influence financière internationale. L'Allemagne devient une colonie économique déguisée. Jusqu'à ce qu'un mouvement nationaliste radical exploite méthodiquement cette humiliation collective. Et là, le cycle recommence exactement. Même mécanique, mêmes acteurs, nouveaux visages. Parce que la Seconde Guerre mondiale n'était pas simplement la suite de la première. C'était la continuation du même mécanisme structurel. Endetter, affaiblir, contrôler, détruire. Puis refinancer la reconstruction à des taux avantageux. Le plan Marshall de 1948 n'était pas un cadeau généreux de l'Amérique à l'Europe dévastée. C'était un prêt massif. Un prêt stratégique qui a lié économiquement l'Europe occidentale à l'économie américaine pour les 70 années suivantes. Qui a imposé le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Qui a créé la dépendance structurelle. Et aujourd'hui, regardez attentivement autour de vous. Les guerres modernes ne commencent plus par des déclarations officielles solennelles. Elles commencent par des sanctions économiques ciblées. Par des gels d'avoirs bancaires. Par des exclusions du système SWIFT. Par des embargos énergétiques. L'Ukraine, février 2022, la Russie envahit. Pourquoi vraiment? Pour protéger les russophones, dit Moscou. Pour défendre la démocratie, dit l'Occident. Mais regardez la carte des pipelines. Regardez les gisements de gaz. Regardez qui finance quoi. La Russie voulait contrôler l'accès de l'Ukraine à la mer Noire. Pourquoi la mer Noire? Parce que c'est le hub qui connecte les pipelines russes vers l'Europe. Pourquoi ces pipelines? Parce qu'ils acheminent 40% du gaz consommé en Europe. Et qui finance ces infrastructures?
Les banques occidentales, Gazprom, les fonds souverains. La guerre en Ukraine est fondamentalement une guerre pour le contrôle des flux énergétiques européens. Exactement comme 1914 était une guerre pour le contrôle des flux commerciaux mondiaux et des routes stratégiques. Même mécanisme de base. Technologie différente. Résultat identique. Taïwan aujourd'hui. Pourquoi la Chine veut-elle absolument reprendre cette île? Pour la réunification nationale sacrée, dit Xi Jinping, mais Taïwan produit 63% des semi-conducteurs avancés mondiaux. TSMC fabrique les puces qui font tourner l'économie numérique entière. Apple, Google, Tesla, Nvidia, l'armée américaine, les systèmes de défense européens, tous dépendent totalement de ces puces taïwanaises. Si la Chine prend Taïwan et contrôle TSMC, elle peut couper l'approvisionnement occidental. Elle peut dicter les prix. Elle peut paralyser économiquement l'Occident sans même tirer une seule balle. C'est exactement la même logique stratégique qu'en 14. Contrôler les ressources critiques, contrôler les flux de dette, contrôler l'avenir économique des concurrents. Et pendant ce temps, discrètement, les banques centrales impriment massivement de la monnaie. La dette mondiale totale a dépassé 300 000 milliards de dollars en 2023. 3 fois le PIB planétaire combiné. Mathématiquement impossible à rembourser un jour. Alors la question n'est plus si une nouvelle guerre financière majeure éclatera bientôt. C'est quand exactement? Et sous quelle forme précise? Parce que l'histoire ne se répète jamais exactement. Mais elle rime parfaitement. 1914 n'était pas une anomalie tragique. C'était un prototype testé. Un modèle rodé, perfectionné, réutilisé. La guerre comme instrument de restructuration économique forcée. La destruction comme opportunité de refinancement massif. Le chaos comme terrain de profit. Et ceux qui déclenchent stratégiquement ces guerres ne sont jamais ceux qui les financent. Et ceux qui les financent ne sont jamais ceux qui les paient de leur sang. Vous pensiez sincèrement que 1914 avait commencé à Sarajevo avec un pistolet et un nationaliste? Non. Ça a commencé des mois avant, dans une salle de conseil feutrée à Londres, dans un bureau de change discret à Paris, dans une réunion secrète à Berlin entre banquiers et industriels, et ça continue exactement aujourd'hui, dans les salles de marché climatisées, dans les réunions fermées du FMI, dans les sommets à huis clos du Gvint où les décisions réelles se prennent. La guerre de 14 n'a jamais vraiment pris fin. Elle a juste changé de forme, d'armes, de théâtre d'opération. Alors dites-moi honnêtement, qui décide vraiment quand commencent les guerres? Et surtout qui en profite toujours? Si cette vidéo vous a fait voir l'année 14 autrement, laissez un j'aime. Dites en commentaire ce que cette révélation vous inspire. Abonnez-vous, car ce qui arrive remettra encore plus de certitude en question.